Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Le 1er août 1914 se déroule dans un contexte particulier. C'est certes le jour de la fête nationale, mais c'est aussi le jour de la mobilisation générale. La guerre 14-18 a commencé. Immédiatement, la Suisse se met en ordre de bataille. On ne sait jamais ce qu'il peut advenir. Le Conseil fédéral reçoit les pleins pouvoirs. Désormais, c'est lui qui va régir la Confédération. 4000 textes à peu près sortiront de ses bureaux durant la durée du conflit. Le pays est désormais sous la coupe du gouvernement. En même temps, les chambres fédérales élisent le commandant en chef de l'armée suisse en la personne du Zurichois Ulrich Willet. Mais l'ambiance se détériore rapidement. Les Allemands violent la neutralité belge assez rapidement et l'angoisse se répand dans le pays. Que va-t-il advenir de la petite Suisse si un des belligérants se comporte de cette façon à l'égard de pays neutres? Mais l'ambiance va surtout se détériorer dans le cadre des relations entre romans et alémaniques. Romans et tessinois sont clairement du côté des Français et des Anglais et le font savoir. En même temps, la Suisse alémanique penche indiscutablement en direction des Austro-Hongrois et des Allemands. Cette ambiance ne va cesser de se détériorer durant le conflit et va connaître deux pics particuliers durant la guerre. En 1916, avec l'affaire dite des colonels, deux colonels de l'état-major fédéral avaient été accusés d'avoir transmis des documents confidentiels aux Austro-Hongrois. Les deux hommes sont arrêtés et sont traduits en justice. Or, l'état-major fédéral soupçonne en tout cas devine que les sanctions seront relativement légères et soupçonne dès lors les romans de ne pas accepter sans autre le verdict. Au cas où des troubles éclateraient, des envois de troupes sont prévus en Suisse romande pour rétablir l'ordre. Évidemment, quand cette affaire éclate, le scandale est grand, les romans s'estiment trahis à leur tour et ne peuvent supporter une telle méfiance à leur égard. En 1917, c'est le chef du département des affaires étrangères, Arthur Hoffmann, qui se fait surprendre en pleine violation de la neutralité helvétique. En effet, il a manigancé avec le chef socialiste Robert Grimm une opération qui aurait pu déboucher sur des pourparlers de paix séparés entre Allemands et Russes. L'affaire est dévoilée et immédiatement Hoffmann se voit condamné à démissionner. Qui pour le remplacer? Tout de suite, les regards se tournent vers un homme déjà âgé, mais qui est une grande figure des chambres fédérales, le libéral conservateur genevois Gustave Ador. Il va accepter, il annonce d'entrée de cause que son mandat sera bref, sa mission est claire, il est président du CICR, un CICR qui s'est distingué durant la guerre par son soutien actif et très apprécié par les belligérants auprès des prisonniers de guerre, des uns et des autres. Ador accepte le mandat d'entrer au Conseil fédéral et son mandat sera de préparer la suite des opérations. Les Suisses savent très bien que les Français et les Anglais, avec l'appui des Américains, vont gagner la guerre. Il s'agit de rétablir le dialogue avec les futurs vainqueurs de la guerre, alors que tout le monde sait que les Allemands, et l'état-major fédéral en particulier, soutenaient les Allemands. Cette mission sera menée à bien par Gustave Ador. La Suisse va pouvoir entrer en dialogue avec les vainqueurs et c'est Genève qui accueillera le siège de la Société des Nations. Durant la guerre, la Suisse va retrouver ce statut qu'il avait accompagné durant tout le XIXe siècle de terre d'accueil de tous les révolutionnaires du monde. En effet, les objecteurs de conscience de nombreux pays, ceux qui refusent d'être mobilisés,
souvent des extrémistes de gauche, se retrouvent en Suisse et préparent aussi l'avenir depuis la Suisse. Ainsi, dans l'Oberland bernois, en 1915 et en 1916, se tiennent deux congrès importants pour le socialisme à Zimmerwald et à Quintal, où apparaissent Trotsky et Lénine, les futurs grands acteurs de la révolution bolchevique, mais aussi les chefs socialistes d'autres pays et de Suisse, Nobs ou Grimm. Ce qui vaudra cette réputation à la Suisse d'avoir été un peu la plateforme de la révolution durant la guerre 14-18. La fin de la guerre est difficile pour les belligérants, évidemment, mais la Suisse, bien que tenue en dehors du conflit, va aussi souffrir. Les conditions économiques sont de plus en plus difficiles sur le continent et en Suisse. Une véritable disette s'installe dans le pays et la crise sociale ne cesse d'enfler et débouchera, à peine les canons de la guerre tuent, sur la grève générale de novembre 1918. Événement traumatisant, la Suisse avait certes connu la grève générale de 1912, mais elle avait été de bien moins grande ampleur que celle de 1918, même si toutes les régions ne seront pas touchées de la même façon. Il n'empêche, la troupe doit intervenir et des morts seront dénombrés à la suite de quelques affrontements à Zurich ou à Granges. Cette fin de la guerre est aussi assombrie par la grippe espagnole qui fait des ravages, y compris en Suisse. Comment va s'organiser la Suisse au lendemain du conflit? Sur le plan économique, elle va connaître les hauts et les bas que connaissent les autres pays après la crise qui suit la guerre, puis le rebond économique, les années folles, avant la chute à partir de 1929. Mais la grève générale de 18 va évidemment laisser des traces. La grève s'achèvera relativement vite, mais sous la pression du Conseil fédéral, mais un dialogue s'est instauré cependant entre le Conseil fédéral et le comité d'Olten, le comité d'organisation en quelque sorte de la grève. Si le Conseil fédéral somme le comité d'Olten de mettre un terme à la grève, il n'empêche que des négociations ont lieu et des concessions sont faites, en particulier concernant l'AVS, dont le principe constitutionnel sera bientôt adopté, et même si les lois d'application mettront beaucoup de temps à entrer en vigueur. Autre élément important, l'introduction rapide du système proportionnel pour les élections fédérales. L'idée en elle-même n'est pas nouvelle, mais les radicaux, qui tiennent en main les rênes du pays grâce au système majoritaire instauré en 1848, ont toujours réussi à éviter de passer sous les fourches codines de la proportionnelle qui, ils le savent, attenterait rudement à leur hégémonie. Les radicaux avaient réussi à échapper à l'introduction de ce système en 1900, à la suite d'une votation populaire, rebelote en 1914, mais ils savent que les jours du système majoritaire sont comptés. Une nouvelle votation en 1918 montre clairement la ligne qui va être adoptée et le Conseil fédéral accepte dès lors, après cette votation qui fait entrer le système proportionnel dans la réalité, le Conseil fédéral accepte d'avancer les élections fédérales à 1919, qui seront dès lors les premières élections à la proportionnelle. Une parenthèse à ce stade, il y a eu, durant la guerre, quelques votations fédérales. Le Conseil fédéral a eu l'habileté de ne pas exclure totalement les mécanismes de la démocratie directe, malgré les pleins pouvoirs qui lui avaient été confiés, et il aura bien fait, car certains textes importants dans le domaine fiscal notamment recevront l'onction du peuple suisse qui fera confiance à ces autorités. Ces premières élections proportionnelles vont déboucher sur un vaste remaniement politique, un vaste bouleversement même. Jusque-là, le Parti socialiste avait obtenu quelques sièges dans le cadre du système majoritaire, souvent des sièges concédés par les radicaux, zurichois ou bernois notamment. Désormais, grâce à la proportionnelle, le Parti socialiste peut montrer sa véritable force et gagne considérablement en puissance. Mais ce ne sont pas les seuls à être les vainqueurs de ces élections. Du côté droite aussi, les choses bougent. Les agrariens se sont constitués en partie à Berne et à Zurich entre 1917 et 1918 et eux aussi obtiennent un résultat considérable et remarquable lors de ces élections au détriment des radicaux, alors que les catholiques conservateurs, forts dans leur bastion historique, maintiennent leur position. C'est donc une Suisse remaniée sur le plan politique
où les radicaux ont perdu leur position de force au Parlement, qui entrent dans la période de l'après-guerre et qui acceptent, à la suite du travail très dense fourni par le conseiller fédéral Giuseppe Motta, le Tessinois catholique conservateur, qui entre dans la Société des Nations. Le paysage politique continue à être bouleversé. La gauche socialiste, vainqueur certes des élections de 1919, réalise cependant que le grand jour, que la révolution ne pourra pas advenir par les urnes, et le socialisme suisse va désormais réfléchir sur d'autres approches et sur d'autres méthodes pour nouer un dialogue peut-être avec les partis bourgeois en vue de faire avancer leurs idées. Une partie du mouvement socialiste n'apprécie pas cette méthode, veut aller plus loin et plus fort, et en 1921 naît le Parti communiste. Et les partis bourgeois eux-mêmes vont entamer des réflexions qui vont être évincées assez rapidement, mais tout de même sur l'hypothèse, sur l'idée de céder un siège au Conseil fédéral à la suite de cette poussée socialiste. Et la poussée agrarienne va aussi mener à des réflexions similaires, et en 1929, Rudolf Minger, un Bernois, sera accueilli au Conseil fédéral sous l'étiquette agrarienne. Les années difficiles de l'entre-deux-guerres vont montrer l'importance de la démocratie directe en Suisse. La Suisse n'est pas à l'abri des extrémismes. On l'a vu à gauche avec l'émergence d'un parti communiste, mais qui n'arrivera jamais à mettre en péril l'hégémonie socialiste sur le côté gauche de l'échiquier politique. Mais à droite, évidemment, les choses bougent aussi, et des fronts apparaissent, et des mouvements de tendance franchement fascisante, voire fasciste, ou proche des nazis. La Suisse n'est donc pas invulnérable, elle n'est pas hermétique à ces idées délétères de l'époque. Et là, la démocratie directe a montré son rôle. On le voit dès la fin de la guerre, chaque fois qu'un sujet se révèle trop à gauche ou trop à droite, le couperet tombe, c'est un non qui sort des urnes, et ce qui oblige les forces politiques, les partis politiques, à se rasseoir autour de la table pour trouver un compromis. C'est cette méthode qui avait déjà été éprouvée à partir de 1874 avec l'introduction du référendum dans les institutions suisses. Cette évolution à travers les rouages de la démocratie directe se montrera aussi à travers deux gros sujets dans les années 30. Une initiative de crise lancée par les socialistes avec le soutien de la gauche bourgeoise et jugée beaucoup trop interventionniste sera rejetée, et en parallèle une réforme complète de la Constitution, dans un sens franchement autoritaire, lancée par plusieurs partis de droite avec le soutien de certains partis bourgeois, eh bien, va aussi être, alors très largement, refusée par le peuple. Dernier exemple qui montre cette nécessité de dialogue et qui parvient à se maintenir malgré la dureté des temps, c'est la très symbolique paix du travail de 1937. Alors certains jugeront cette paix du travail comme une abdication de la gauche face aux forces bourgeoises. Je crois en ce qui me concerne que c'est plutôt un avènement de cette démocratie consensuelle de discussion qui doit prévaloir dans tous les cas. En l'occurrence, ce sont les syndicats qui poussent aussi le Parti socialiste vers un nouveau dialogue avec les partis bourgeois. Donc les syndicats des machines et de l'horlogerie souhaitent trouver une solution avec le patronat pour renforcer la position économique de la Suisse face à la grande crise des années 30. Le patronat hésite et hésitant, mais il finira par accepter cette main tendue sous la pression du Conseil fédéral. Il en sortira cette paix du travail qui renvoie la grève comme ultima ratio, comme ultime conséquence, comme ultime résultat si vraiment aucune négociation n'est possible. Cette paix du travail, ce qui fournira le cadre après-guerre de la construction du système de convention collective en Suisse, a un rôle extrêmement symbolique et important. Elle constitue vraiment un symbole de cette alliance possible entre bourgeois et socialistes pour le bien général. Un bien général qui se confirmera quand les socialistes vont reconnaître le principe de la défense nationale alors que la menace de la guerre se précise. Et cette prise de conscience de la nécessité d'une armée suisse forte va aussi renforcer le dialogue entre bourgeois et socialistes, des bourgeois qui devront finir par accepter d'accueillir les socialistes au sein du Conseil fédéral à la fin 1941, après une importante victoire des socialistes aux élections fédérales de cette période.
Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.